l'approche que j'ai eue de la francophonie, elle était très pragmatique parce que, avant d'être doyen, j'avais eu l'occasion d'aller faire des cours à l'Université française en Arménie, à l'UFAR, et je salue nos collègues arméniens qui sont ici, lorsque l'université n'était pas encore dans les locaux magnifiques qui sont les siens actuels, mais qui était encore dans le bas d'Erevan, vers le Goum. Et je me souviens de mes premiers cours dans ces salles avec des étudiants arméniens tout à fait volontaires d'apprendre ce qu'était le droit à l'époque, le droit français. Je me souviens aussi de cours à l'Université royale de Phnom Penh où pendant une dizaine d'années j'ai fait des enseignements en droit commercial, mais je pourrais aussi signer l'Université d'Ain Shams au Caire avec des étudiants désireux là aussi de s'ouvrir à l'enseignement du droit de différentes matières. Donc c'est une approche très pragmatique qui a été la mienne, simplement en qualité d'enseignant-chercheur à travers ces trois universités. J'aurais pu aussi aller à Laval, j'aurais pu aller à Bruxelles, j'aurais pu aller dans d'autres pays. Mais ces trois pays m'ont convaincu que la francophonie n'était pas une idée du passé, mais que c'était une idée de l'avenir, et que c'était une idée qui était porteuse de richesse, à condition que l'on sache ce qu'il fallait en faire. Je veux pour preuve de cette vitalité la réussite, le succès du Master 2 Francophonie et Mondialisation, qui a aujourd'hui, je crois, plus de 640 diplômés. Hein, c'est le chiffre que vous m'aviez communiqué. 640 diplômés à son actif. Et ce Master 2 a eu la bonne idée de faire des petits, lui aussi, finalement, dans les universités d'Hanoï, de Yaoundé et de Libreville. Voilà donc ce qu'a été le projet pour la faculté de droit, voilà ce qui a été l'expérience de la faculté de droit, et ce passage de témoin nous en est cher. Alors mais je n'ai pas eu le temps de rechercher qui a été l'auteur de cette phrase, qui disait il y a trois langues importantes dans le monde. Il y a l'anglais pour le business, il y a l'italien qui est la langue de l'amour, et il y a le français qui est la langue de la diplomatie. Eh bien, j'espère que grâce au français, qui ne sera pas que la langue de la diplomatie, peut-être la langue de l'amour étant mieux, mais aussi, je l'espère, la langue du business, eh bien, vous aurez l'occasion, tout au long de ce colloque, de préparer l'avenir de ce qu'était l'Iframonde et de ce que sera demain la francophonie. Bon colloque à tous. Merci à nos collègues et évidemment un remerciement tout particulier au recteur Guillou, pour lequel c'est un moment bien particulier dans sa vie d'universitaire. Merci à tous et bon colloque. La fermeture, c'est évidemment le déclin. Mais s'ouvrir à tout va comme aujourd'hui, c'est aussi perdre son identité. Et donc moi je suis partisan de ce que j'appellerais la porte entrouverte. Il faut à la fois s'ouvrir, mais il faut à la fois avoir la volonté de continuer en français. Continuons en français, continuons à défendre ce qui est notre vision du monde, continuons à exister. Et là, on pose la question immédiate, on va y revenir, de nos élites. Bien sûr, les élites françaises, mais plus généralement francophones. Et puis, il y a le problème de la langue unique. Évidemment, tout le monde pense qu'il faut pouvoir, pour circuler dans la mondialisation, il faut pouvoir avoir une langue qui nous le permette. Mais il n'y a pas que la langue unique qui nous permet cette circulation. Il y a le multilinguisme. Et là aussi, le multilinguisme, c'est la manière d'avoir la porte entrouverte. C'est-à-dire d'être à la fois ouvert au monde, mais de garder son identité. Et là encore, pour bâtir le multilinguisme, il faut une volonté politique. Alors, écoutez, permettez-moi de dire un mot sur ce que je vais appeler la trahison des élites. La trahison des élites, et je commencerai tout simplement peut-être par accuser les Français, parce que ce sont les champions du pessimisme francophone. Champions, j'allais dire, toute catégorie. Il n'y a pas d'ambition francophone dans ce pays, ni dans l'échiquier de droite, ni dans l'échiquier de gauche. Et soyons clairs, on commence à se poser des questions à l'extérieur, en particulier en Afrique. Moi, je souris toujours quand on me dit, vous savez, 2050, 700 millions d'Africains francophones, le français est absolument sauvé. Oui, encore faut-il que les Africains continuent à choisir le français. Et ils commencent à se poser des questions. Pourquoi est-ce que le français, c'est une langue utile, une langue moderne, à un moment où les Français... Alors, c'est le spectacle de la télévision. Je m'excuse, mais si vous voulez acheter une voiture avec une couleur et que vous compreniez la couleur, il ne faut pas venir acheter une voiture chez un concessionnaire français, parce qu'il n'y a pas un mot en français.
Vous avez tout ce que vous voulez, mais pas de mots français. Vous êtes allé chez l'allemand, il vous donnera peut-être du gris, du noir ou du blanc, je ne sais pas. Mais il y a là, si vous voulez, un problème fondamental. Pourquoi voulez-vous que l'Afrique dise autre chose qu'après tout, ce français, c'est la langue de la colonisation, mais elle n'est plus la langue utile, elle n'est plus la langue moderne. Il y a là donc une sorte comment dirais-je, on le sent, et je pense que d'autres intervenants interviendront pour le dire, on sent une sorte de décrochage vis-à-vis du français. On joue avec le feu. Et je crois que, d'ailleurs, le bon sens est balayé. Quand on pense qu'on crée une université française à Hanoï en anglais, je ne vois pas où est le bon sens. Et donc, par conséquent, oui, il y a problème. Nous sommes devant un choix où nous ne bougeons pas et nous allons vers le déclin. Et certes, quelque chose qui sera doux, qui sera une mort lente, mais nous allons vers le déclin vraiment peut-être irréversible. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, si on veut croire aux Français, il faut avoir des éléments de modernité. Bon, ben, il y a d'abord, effectivement, je crois, une nécessité de revoir ce qui était l'attractivité de la francophonie historique et de la langue française de façon historique. Oui, ces facteurs-là existent, la langue, les valeurs, la solidarité. Mais il y a deux grands apports de la mondialisation. Oui, nous allons être francophones, nous allons construire la nouvelle francophonie pour deux raisons. La première raison, c'est que le monde a besoin, le monde mondialisé, pas celui d'hier, a besoin de grands espaces de dialogue interculturel. Au fond, les grandes aires linguistiques qu'on appelle les unions géoculturelles commencent à peser dans la politique du monde. Ce sont des pôles d'influence. Et la grande chance de la francophonie, c'est d'être une de ces unions culturelles. Et c'est d'être la mieux organisée, la pilote par ses institutions, par ses coopérations. Deuxièmement, il faut s'inscrire dans le multilinguisme. À fond, la francophonie doit être une sorte de moteur, de vecteur. Oui, avec ces deux piliers, ces deux jambes, le développement des unions géoculturelles, c'est-à-dire des grandes aires de dialogue des cultures, et le développement du multilinguisme, eh bien, la francophonie, non seulement on n'a pas à être défensif, on a à construire un monde nouveau. Dans la mondialisation multipolaire, eh bien, la francophonie a un rôle à jouer, encore faut-il qu'elle s'en saisisse. Alors, je ne vais pas vous embêter avec des choses, mais je voudrais quand même dire quelques mots. Il y a des préalables. Il y a des préalables pour réussir. Premier préalable, c'est quand même développer un sentiment d'appartenance. Il faut que les francophones se sentent francophones, hein, et en particulier dans tous les milieux. Eh bien, pour faire ce sentiment d'appartenance, il faut absolument avoir de l'agir ensemble. Il faut que nous fassions, nous francophones, pour répondre à nos besoins, pour exister dans la mondialisation, il faut qu'ensemble nous construisions des outils qui répondent aux besoins des francophones. Et ça suppose deux choses. Il faut le dire, ça suppose à la fois l'ouverture et le resserrement. Oui, c'est très bien que l'OIF s'ouvre, c'est très bien que des pays qui veulent connaître nos valeurs rentrent, mais c'est indispensable de revoir la coopération francophone. Il faut absolument que la coopération francophone s'appuie sur une francophonie resserrée et une francophonie qui permette de construire, de l'agir ensemble. Alors, les indispensables, très rapidement, et puis après, on va continuer. D'abord, il y a la mobilité. Comment peut-on continuer à ne pas avoir un visa francophone ? Comment peut-on continuer à avoir de tels blocages de circulation ? C'est de la folie. Comment, par ailleurs, ne pas s'intéresser un peu plus à l'enseignement du français ? On va y revenir. Parce que si on ne forme pas les francophones, qui les formera ? Et enfin, on en souffre. Il n'y a pas de débat sur la francophonie, mais parce que personne ne la connaît. Et donc la nécessité de former à la francophonie, non seulement les étudiants, mais aussi les décideurs. Oui, vive les chers Senghor, monsieur le recteur Bontois, qui permettent justement progressivement de faire un tissu où on enseigne la francophonie, où on devient porteur d'un message commun et d'un message moderne. Eh bien, tous ces préalables sont absolument indispensables. Mais je voudrais revenir, et ça sera abordé plus largement, à l'enseignement du français. Certes, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les classes, parce que le français est langue d'enseignement dans beaucoup de pays. Mais il nous faut de l'excellence, il nous faut des professeurs de qualité. Il nous faut un grand effort de mutualisation.
Il faut tous se mobiliser ensemble pour enseigner le français. Et certains ont parlé d'un plan Marshall, d'un Airbus, mais enfin, c'est une nécessité. Et puis, alors, je pense aussi à ceux où le français est choisi par les familles. Encore faut-il donner aux familles l'envie du français. Pour ça, il faut la qualité, il faut le multilinguisme, il faut que le français soit un plus. Il faut aussi, c'est absolument clé, qu'on ait des formations qui aillent du primaire jusqu'à l'université. Oui, il faut créer des universités francophones dans les grandes régions du monde où les familles choisissent le français. Eh bien, je terminerai, si vous voulez, par deux réflexions. Le monde médiatique qui sera développé, il est essentiel. Nous devons avoir des médias francophones qui valorisent la francophonie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Qui la mettent en avant. Nous devons avoir des monuments médiatiques qui donnent aux jeunes l'envie d'écouter en français. Nous avons un grand potentiel culturel à valoriser. Et puis alors, l'économie. Bien entendu, si la francophonie n'est pas utile, pourquoi voulez-vous qu'elle subsiste? Mais pour qu'elle soit utile, la francophonie, il faudra encore que dans les entreprises, en particulier, je pense à ces entreprises françaises qui vont en Afrique et qui obligent les Africains à parler anglais, parce qu'ils ont considéré que l'anglais, c'était devenu la langue du monde. Oui, eh bien, il faut donner à nos entreprises le réflexe d'un marché francophone, un réflexe francophone. Je pense que monsieur le député, monsieur Tardif, monsieur le recteur Saliou Ndiaye développeront cela. Eh bien, moi, je vais juste, pour terminer, vous dire ce que je pense profondément. Je pense profondément que l'actuel secrétaire général, le président Abdou Diouf, a fait un immense travail. Et le pari d'une vraie organisation internationale a été gagné. Il a achevé la construction de la seconde francophonie et porté sur les fonds baptismaux la troisième. Mais aux chefs d'État et de gouvernement de dire ce qu'ils veulent maintenant. Mais sans nouvel élan, le pire arrivera, une mort certes douce, mais certaine. En définitive, il s'agit de savoir si nous gardons chevillé au corps l'idéal sangorien d'une civilisation de l'universel, fruit de la synthèse des différences, ce qui suppose que continuent à vivre les différences. Ou si au contraire nous voulons nous fondre dans le monde de la pensée et de la langue unique et dominante, en renonçant, comme demandé et déjà fait par une partie de l'élite, à la langue française et à nos héritages. À nous de dire si nous voulons aborder la mondialisation en gardant, en continuant en français. Eh bien, je crois que c'est très grave. Ce colloque arrive à un moment où il va falloir se poser ces questions de fond. La francophonie dans la mondialisation ne peut plus continuer comme cela. Il faut que des scénarios soient mis sur la table. Scénario d'évolution de l'OIF, scénario d'évolution des opérateurs. Mais aujourd'hui, le défi est clairement posé. Soit on laisse les choses se faire, soit on décide d'une francophonie qui vraiment joue sa chance et participe à la création d'un monde nouveau. Eh bien, dans cette gravité qui me fait penser que c'est l'heure du choix, je voudrais vous remercier tous d'être venus ce matin, les institutionnels de la francophonie, les opérateurs, le monde associatif, le monde des collectivités locales, et je vous souhaite un bon colloque. Merci. Bien, nous allons passer à la première table ronde que je vais avoir l'honneur de présider. Vous savez pourquoi on m'a choisi? Parce qu'on s'est dit avec Guillaume, ils ne pourront pas dépasser 12 minutes. Donc, voilà, donc on va entendre monsieur le député, Amir Chahi, monsieur le recteur Ndiaye, monsieur Jean Tardif et monsieur Tabimanga. Cette promesse francophone qui vaut pour elle-même, je vais en dire quelques mots, mais qui vaut aussi dans la mondialisation pour toutes les autres langues qui peuvent coexister entre elles dès lors qu'elles s'assument pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles ont à s'apporter l'une l'autre contre l'uniformisation triste et standardisée du monde. Alors, je vais vous présenter, je crois que c'est la demande qui m'a été faite, les quelques propositions qui sont formulées dans le rapport parlementaire dont vous avez eu un résumé dans ce dépliant, qui est téléchargeable sur le site, tout est indiqué ici, et qui a été adopté à l'unanimité il y a environ 6 mois maintenant, suite à une année
de travaux, de réflexion et d'audition, et qui avait été lancé à ma demande pour les mêmes raisons qu'a exposé Michel Guilloux à l'instant, d'un sentiment que, pardon de l'expression un peu convenue, parce qu'on l'emploie souvent pour de grands enjeux, mais la francophonie est à la croisée des chemins, et que c'est sans doute dans ce moment précis d'une mondialisation qui va vite, qui percute des identités, où il était possible peut-être de reformuler ensemble, c'est-à-dire ensemble avec toutes les sociétés, nations, cultures francophones qui le voudraient, une nouvelle ambition dans la mondialisation. Et on a procédé à partir de là à de nombreuses auditions dans tous les domaines. Et on s'est un peu échappé des auditions habituelles, même si elles étaient incontournables, des institutionnelles, comme on dit, pour aller rencontrer des artistes, pour aller rencontrer des scientifiques, pour aller rencontrer des gens, évidemment, en dehors de France. Moi-même étant élu d'une circonscription étrangère, puisque je suis élu pour les Français établis en Afrique du Nord et de l'Ouest, j'ai eu l'occasion régulièrement, pas simplement de parler de francophonie, mais ès-qualité, je veux dire, de baigner dans les environnements et dans les enjeux francophones. Bon, j'ai déjà pris déjà beaucoup de temps pour introduire, donc vous me donnerez une minute de rab, oui, j'en suis sûr. Je la prends à ta bivanga. Bon, entendu. Alors, bon, je ferai de la donne, du décor général qu'a donné Michel Guilloux ma propre introduction, c'est-à-dire qu'on est dans une mondialisation où se réorganisent des aires géoculturelles autour de langues centrales. Et on voit très bien aujourd'hui comment les lusophones, Angola, Mozambique, Brésil, comment les hispanophones, comment les arabophones aussi, dont une partie francophone, notamment au Maghreb, encore pour quelque temps, si nous avons la capacité à refaire vivre notre promesse francophone justement, représente une chance pour nous, s'organisent et à partir de la langue rayonnent et pèsent dans cette mondialisation, d'abord parce qu'ils ne peuvent pas peser seuls, nations isolées, mais ensuite parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire valoir, de pensée, d'invention, de science, de normes, à partir de leur langue, et créer à partir de là des potentiels, y compris économiques, de marchés intégrés les uns les autres. Alors, dans cette nouvelle donne, il est clair que les francophones ne sont pas les plus organisés, et parmi les francophones, les Français, sans doute les plus velléitaires, faisant souvent de grandes déclarations, et puis chutant à la fin sur une absence assez sidérante d'ambition à partager, à formuler, alors même qu'il est de grandes possibilités. Alors donc, on a proposé de s'orienter vers une stratégie de convergence de contenu éducatif, contenu scientifique, contenu économique, pour proposer à d'autres pays francophones qui le souhaiteraient de s'unir pour cultiver ce sentiment d'appartenance dont parlait Michel Guilloux à l'instant, et aussi défendre une communauté d'intérêt dans cette mondialisation. S'unir, ça veut donc dire, et c'est le point de départ de mon approche, qu'il fallait donc quand même redéfinir non pas la francophonie dans ses concepts, mais en tout cas dans sa géographie. Un peu par analogie avec ce qui s'est passé au sein de l'Union européenne, on sort d'une élection européenne qui a fait débat, ou pas d'ailleurs, mais ce qui était révélateur de beaucoup de choses. L'élargissement continu procède une sorte de dilution de l'idée européenne, du sentiment européen. Et la francophonie a un peu procédé de la même manière. Et si je me joins à vous pour rendre hommage à l'action remarquable du président Diouf dans la francophonie, je constate aussi, avec critique, parce qu'il faut être critique, et c'est pas grave, c'est pas un crime de lèse-majesté, il faut savoir, puisqu'une nouvelle page va s'ouvrir, tirer les conclusions de la période passée. Il faut quand même reconnaître que au bon recto de la médaille qui a permis à l'OIF de s'installer dans le paysage géopolitique, d'être utile aux transitions démocratiques, d'être utile à la paix et parfois aux concordes, il y a eu le verso d'un élargissement sans fin dont on n'a pas compris pourquoi il allait jusqu'au Qatar. Et que c'était sans doute le symbole de cette perte de sens dans la mondialisation d'une francophonie qui ne sait plus exactement pourquoi et par quoi elle se définit elle-même. Alors, ce resserrement était quand même devenu, si on veut pouvoir donner de la force de percussion dans cette mondialisation, indispensable. Et donc si demain, des Québécois, des Français, des Algériens, non membres de l'OIF par exemple,
des Marocains, des Ivoiriens et quelques autres, pardon de ne pas citer, les 34 pays que moi j'ai identifiés comme étant authentiquement francophones, officiellement, nationalement, langue seconde ou langue réelle, peu importe, je ne rentre pas dans les détails, alors il était possible, en 10 ans, 15 ans peut-être, de redonner une force, une ambition, une visibilité, un rayonnement à la francophonie, sans doute à même à partir de là de reconquérir des cœurs et des esprits. Parce que c'est ça l'enjeu. Alors, comment faire? Et j'en viens à la partie plus pragmatique. Bien sûr, il faut secouer les élites françaises. Je dirai un mot là-dessus à la fin, pour conclure. Je ne commence pas par être méchant avec les miens pour commencer, parce que ce serait indélicat. On s'est dit qu'il fallait sans doute organiser donc, ce que j'ai dit, une convergence de contenu éducatif, scientifique, de normes, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Commençons par imaginer qu'en 10-15 ans, il peut y avoir des contenus éducatifs similaires dans tous les pays francophones. Peut-être l'histoire mise à part, parce qu'elle renvoie à des imaginaires nationaux et des inconscients, non, des conscients collectifs très ancrés, et qu'il n'est pas utile de percuter par standardisation de l'histoire et de sa narration. Mais pour le reste, rien n'empêche, y compris des disputes pédagogiques ne l'empêchent pas, de méthodes pédagogiques de transmission du savoir ne l'empêchent pas, que nous ayons à terme des cursus, des contenus, des diplômes communs. On peut commencer par mettre en perspective des co-diplomations. Ça existe déjà. L'Agence universitaire de la francophonie promeut beaucoup ces coopérations éducatives et scientifiques. Mais ça veut dire pour la France, par exemple, dans les contenus qu'elle enseigne, qu'elle assume d'être un pays francophone et de ne pas distinguer la France de la francophonie. Cet exotisme lointain qui est décrété de fait dès le départ comme étranger à nous-mêmes. Ce qui est la première des fautes politiques, géopolitiques, inamicales, qui est souvent commise par des élites françaises. Exemple, lorsque nous enseignons le français au lycée, moi je prends toujours cet exemple assez récent et frais dans ma mémoire, du bac français. Ma fille a passé le bac il y a 1 an, donc le bac français il y a 2 ans. Et la littérature française, c'est Balzac, Montaigne et Victor Hugo, quoi. Tous les autres n'existent presque pas. Ce n'est pas normal. Si on veut créer un sentiment d'appartenance, il faut assumer officiellement que le bac français, la littérature française, enseigne de la même façon toutes les littératures francophones. Évidemment, Khatab Yassine, Amin Maalouf, Tristan Tzara, Nad de Noailles, Khatab Yassine, Senghor évidemment, et tous les autres. Et tous les autres. C'est un premier élément. Et en une génération, on forme un sentiment francophone déjà chez nous. Après tout, il y a bien des pays qui le font. Ça n'empêche pas évidemment d'avoir des dominantes nationales, on peut le comprendre. Mais ça, c'est une ambition de partage, de mise en commun, à égalité, qu'on assume pleinement. Voilà peut-être un chantier qu'il faut ouvrir. Moi, j'ai demandé au ministre de l'Éducation nationale, Benoît Hamon, de traiter de ce sujet avec lui assez rapidement. Donc on a rendez-vous pour en parler. Ça va être long, mais je pense que c'est faisable. Deuxième perspective de convergence de contenu scientifique. Si franchement on n'est pas capable, nous francophones, toutes ces belles et grandes nations que sont le Sénégal, le Canada francophone, la Belgique francophone, la France, l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali, tout ce que vous voulez, de nous unir pour créer une revue scientifique, une seule, internationale de référence, qui concurrence, je dis bien qui concurrence, bien que je sois moi pour la coexistence pacifique des nations entre elles. Mais vous voyez ce que je veux dire? Qui concurrence nature et science, alors c'est pas la peine de revendiquer pour nous-mêmes le statut de puissance mondiale, et c'est pas la peine de reformuler dans la mondialisation une ambition francophone si on n'est pas capable de formuler concrètement cette ambition-là. C'est évidemment impossible. Donc il faut s'en donner les moyens. Et ceux-là même qui vous décrètent qu'il faut vraiment faire vivre une grande francophonie scientifique internationale et qui, dès la fin de leur phrase, s'excusent de ne pas pouvoir le faire parce qu'ils ont décidé que les moyens seraient mis dans d'autres projets, sont les premiers responsables de ces abandons-là. Toutes les responsables politiques, en fait, qui font je le dis, pardon pour moi-même, mais qui font des grands discours sur le sujet, mais ne donnent pas les moyens et n'inscrivent pas la francophonie comme une perspective stratégique majeure. Or, la science, la connaissance, la production de recherche, d'intelligence, et tout ce que ça permet derrière comme invention, donc comme possibilité de développement humain et de sauvegarde de l'humanité, car elle est en danger aussi, sont des éléments stratégiques. Et le faire en français est une nécessité absolue pour des raisons de compréhension, pour des raisons d'intelligence, de richesse, etc. Beaucoup l'ont compris d'ailleurs. Vous avez vu sans doute que le gouvernement français avait
eu la mauvaise idée de vouloir transmettre une partie de son enseignement supérieur en anglais. Ça avait créé une dispute et on s'était rencontré vraiment à ce moment-là avec le professeur Guillou, avec le recteur Guillou, et on a mené une bataille victorieuse à la fin. Mais quand même, c'est à rebours de l'histoire. Les Chinois ont décidé eux-mêmes de supprimer presque 30% de leurs publications en anglais. En expliquant une chose simple, si vous voulez savoir ce qu'on pense et ce qu'on produit, apprenez notre langue. La conférence des présidents d'universités et des grandes écoles et des directeurs de grandes écoles allemands, eux-mêmes ont arrêté de faire du tout anglais. Parce qu'ils n'ont plus de cadre francophone pour aller dans les pays francophones, ils n'ont plus de cadre hispanophone pour aller dans les pays hispanophones. Les Suédois eux-mêmes ont arrêté cette affaire-là parce qu'ils sont aperçus que 90% de la production scientifique et de la pensée de haut niveau de leur pays se faisait dans une autre langue que la leur. Imaginez ce que ça signifie pour 2 générations derrière. Bon, sachant qu'un des journaux les plus vendus en kiosque est un journal en langue anglaise, dans un pays suédois. Bon, tout ça n'a plus de sens. Donc, il était temps absolument, non seulement d'empêcher cela, mais ça c'est encore autre chose, j'y reviendrai sur la faillite des élites françaises, mais de formuler cette stratégie scientifique. Et il y a aujourd'hui des possibilités concrètes. Pas simplement entre laboratoires ou entre centres nationaux de recherche, tels le CNRS et les autres. Il faut le faire. Et ils sont disponibles. Il y a des instituts de recherche géopolitique. Moi-même, je suis président de l'IRIS. Donc on est en train d'engager un chantier pour faire en sorte que l'Institut des relations internationales stratégiques, qu'on se rapproche des centres similaires francophones dans le monde entier. On est en train d'opérer ce chantier avec Boniface, qui est le directeur. Mais on peut le faire aussi avec cette fabuleuse association québécoise qui est l'ACFAS, l'association, pardon, j'ai oublié l'acronyme, enfin ce sont des scientifiques québécois, voilà, qui font une université populaire chaque année, scientifique, et qui permettent de transmettre la science en français, dans des domaines très pointus. Bon, moi-même, quand je suis allé leur rendre visite, je suis évidemment parti encore plus ignorant en sortant qu'en rentrant, mais c'était bien la preuve qu'il y avait beaucoup d'intelligence là-dedans. Donc, ça, c'est un deuxième exemple. Il y en aurait d'autres. J'en prends un dernier dans le domaine économique. On a des grandes filières industrielles mondiales qui s'affirment par nécessité mondiale. Prenons l'exemple des énergies renouvelables. Prenons celui-ci, c'est pas la peine d'en prendre d'autres. Prenons le domaine des extractions minières. Ce sont des industries mondiales. Ça veut dire en amont des formations professionnelles en français, des diplômes en français, des inventions en français, des brevets en français, des stratégies d'exploitation des techniques en français et du commerce en français. Bon. C'est donc un espace qui peut s'organiser et québécois, français et guinéens ont dans ce domaine-là des expertises extraordinaires, dans le domaine de l'extraction minière par exemple. Bon, voilà des unions possibles, des unions intelligentes. Donc, remettre en perspective une dimension stratégique. Il y a beaucoup de propositions, je m'arrête là, qui sont dans le... Enfin, je m'arrête là pour ce qui est des propositions, j'en arrive à ma conclusion. Pour ce qu'il conviendrait de faire dans la mondialisation, hein, je n'ai pas abordé là à ce stade tout ce qui était franco-français, ou bon, il y aurait bien des choses à dire. Je suis resté dans le cadre de l'enjeu dans la mondialisation. Mais il y a des choses concrètes à faire et il est possible de formuler cette possibilité-là avec d'autres pays francophones qui le souhaitent, qui le désirent. Mutualisation, à terme, des outils aujourd'hui français vers la francophonie sont aussi des pistes. Par exemple, Institut français devenant Institut francophone. Par exemple, les écoles françaises devenant des écoles à l'étranger devenant des écoles francophones. Pourquoi pas? En pays non francophones. On pourrait demain, pays francophone, c'est 34, ou un noyau dur des 34, dire, bon bah voilà, en Australie, l'école française devient une école francophone. Au Japon, ça devient une école francophone. Voilà. Bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Cultiver le sentiment d'appartenance, faire vivre une communauté d'intérêt par ce genre de stratégie. Alors maintenant, il faut que ça secoue aussi un peu en France. Alors comme on est devant un parterre très international, je modulerai mon propos parce que je ne suis sévère avec nous-mêmes que quand on est entre nous. Mais quand même, je suis un peu fâché moi-même sur la démission de certaines élites françaises. Il faut les secouer. Qui sont à l'image de ces 20 dernières années, un peu de fait de snobisme ou de démission sur la langue. Je suis assez surpris moi-même du degré que ça a pu atteindre lorsque vous descendez de l'avion, par exemple, pour ceux qui ont pris l'avion, qui sont descendus à Roissy, vous avez vu sans doute des compagnies de taxis. Vous avez vu que derrière ces taxis, c'est marqué Green Cab. Et vous vous demandez ce qui se passe par la tête du gars ou de la personne qui dirige cette compagnie de taxi. Qu'est-ce qui lui a pris de dire je vais mettre Green Cab, si ce n'est de la servitude volontaire,
à l'égard d'une langue que personne ne lui demande, même pas le client anglais qui y arrive à Roissy. Parce que vous n'avez pas un client anglais qui va vous dire ah bah tiens, il va regarder toutes les voitures, il va se précipiter sur la première où il va marquer Green Cab. Il s'en fout totalement. Il veut juste prendre un taxi et il voit quand c'est marqué taxi que c'est un taxi. Bon. Mais des exemples comme ça, vous en avez plein. Et c'est incroyable, on ne se rend même pas compte à quel point on a laissé, comme ça, s'installer cette idée totalement stupide, hein, que pour faire moderne, pour communiquer, comme pour le reste, il fallait se mettre dans le moule d'une langue que personne ne comprend. Parce qu'en plus, c'est ça le drame, personne ne le comprend. En France, non mais même dans plein de bon, Green Cab, tout le monde sait à peu près, mais donc ça n'a strictement, évidemment, aucun intérêt. Et donc, il faut aussi en France mobiliser et secouer vraiment toutes celles et ceux qui sont en charge de la transmission par la langue, de la communication par la langue. Il ne s'agit pas tant de faire la police en tant que telle, même si. Mais je crois que ce que fait par exemple l'OQLF au Québec est assez exemplaire et on pourrait s'en inspirer en France avec la Direction générale langue de France et langue française pour avoir d'abord une étape de médiation, avant éventuellement des moments de sanction, mais d'abord une étape de médiation pour faire comprendre. Et moi, je m'aperçois quand j'en discute avec des restaurateurs, avec les gens de la compagnie de taxi ou avec d'autres, très vite, par une maïeutique très amicale, sans les accuser ni les vouer gémonies, ni les accuser de toutes les trahisons possibles, parce que la conversation commencerait très mal. Et puis, ils seraient obligés de se justifier. La psyché humaine fait que vous avez d'abord envie de vous défendre de l'attaque qui vous est faite. Donc, la conversation est finie, quoi. Donc, il faut y mettre un peu de tact. Faut même y compris partir du point de vue de l'autre. Très vite, on arrive à convaincre les gens qu'en fait, ouais, c'était une bêtise. La personne n'est même plus capable de vous dire pourquoi elle a marqué Green Cap sur son truc. Et finalement, petit à petit, volontiers, se met, dès lors qu'il ne s'agit pas trop de ravaler son orgueil, à changer d'optique et puis à renverser la vapeur. C'est comme ça qu'il faut y arriver, à mon avis. Et c'est possible. Je crois beaucoup, moi, dans le débat argumenté, dans les forces et la vertu du dialogue et de la persuasion, dès lors qu'on est convaincu soi-même de l'intérêt, de la pertinence. Et il suffit de prendre des exemples, toujours dans ce domaine-là, quand vous allez voir des Italiens qui vont vendre leurs produits à l'étranger, ils s'appuient même sur la sonorité de la langue italienne pour donner cette... pardon, vous ne m'entendrez pas souvent prononcer ce genre d'anglicisme, mais cette Italian touch qui permet à l'Italie de rayonner. Voilà. Mais je ne veux surtout pas en faire un élément de rayonnement national français, ce n'est pas le sujet, mais je voulais juste dire qu'il fallait quand même, et il faut quand même, pour secouer cette ambition-là, que la France elle-même et ses propres dirigeants saisissent l'enjeu, s'en saisissent eux-mêmes et acceptent vraiment cette idée de partage et de tout le message que ça implique, parce que dans un monde de repli identitaire dangereux, où toutes les promesses sont possibles, mais aussi toutes les craintes sont permises, cette belle alliance du blanc, du noir, du maghrébin, du latin, de l'européen et de l'américain est sans doute, à travers la francophonie, une belle promesse universelle, fidèle sans doute à Senghor, mais qui peut faire lever, à mon avis, de nombreux jeunes de par le monde qui verraient, à partir de là, cette nouvelle possibilité dans un monde qui doute et qui est aussi en panne d'imaginaire. Voilà, merci beaucoup. Merci pour Yann Mirchahi. Je donne la parole maintenant à monsieur le recteur de Dakar, monsieur Saloum Ndiaye. Merci, Monsieur le Président. Vous me permettrez d'abord d'exprimer tout l'orgueil et la fierté que je ressens en étant à côté de mes illustres collègues. D'abord vous, Monsieur, mon frère et ami Jean Tabimanga, recteur de Yaoundé 2. Monsieur le recteur, je pense que nous partagerons tout à l'heure les mêmes idées puisque nous menons ce combat depuis des années. Et vous, Pouria, qui venez d'intervenir, je salue votre combat pour la langue française, pour en faire une composante majeure du plurilinguisme mondial. Jean Tardif, pour avoir apporté également des questions essentielles, peut-être à la fois critiques et prospectives, aux nouveaux espaces géopolitiques dans le livre que vous avez eu en partage avec votre collègue. Et vous avez proposé quelque chose d'essentiel, je pense, également, le pluralisme culturel comme alternative aux idées d'Huntington, le choc des civilisations. Vous, Monsieur le Président Guillou, je ne vous dirai rien. Je pensais tout à l'heure en arrivant à l'aéroport Saint-Exupéry à cette phrase de cet auteur:
On ne se crée point de vieux amis, rien ne vaut le trésor de tant de souvenirs communs. Et des souvenirs communs, nous en avons avec vous, avec Dakar. Saluer la présence de Monsieur le ministre, l'ancien Monsieur recteur Madane ici, lui exprimer également la fierté que nous ressentons en étant avec vous. Et vous, ce charmant public, évidemment, qui est composé de francophones, parce que les relations qui nous unissent sont des relations très profondes, qui plongent leurs racines dans un passé lointain, et ce passé que chacun de nous a eu à assumer. Nous nous rencontrons régulièrement à travers des instances et nous nous réunissons régulièrement autour de la francophonie, mais aujourd'hui, nous allons nous réunir au cœur du projet fondateur de la francophonie, c'est-à-dire la langue française. Et je vais sans tarder, Monsieur le Président, parler de l'enseignement du français en Afrique francophone. Quels sont ses défis actuels, son projet d'avenir? Et en parlant de francophone, d'Afrique francophone, de monde francophone, je voudrais au départ lever toute ambiguïté. Le qualificatif francophone n'est pas l'expression d'une nouvelle frontière. Je pense que je ne vais pas revenir sur les travaux et tout ce qu'a écrit Amin Marouf ou Tahar Benjeloun ou tant d'autres, et même nos collègues de Dakar. Je pense qu'en parlant de francophonie, tout à l'heure, au cours du débat, j'aurai à dire réellement ce que je pense. Je vais me préoccuper plus du sujet. Mon objectif est de vous proposer une réflexion sur l'avenir de l'enseignement du français en Afrique francophone. Donc, en essayant de répondre à des questions, quel avenir pour une langue qui aujourd'hui est ébranlée dans sa posture comme dans son monopole? Nous analyserons très rapidement le statut réel du français en Afrique. Quelles sont ses fonctions dans les différents secteurs de la vie active? Quelle est réellement la place du français dans nos systèmes éducatifs face à l'émergence de nos langues nationales? Et enfin, je répondrai également à une question où nous allons répondre ensemble. Quels sont les défis et quelle doit être l'attitude à adopter pour faire face à ces défis? Parce que si nous n'y prenons garde, il faudra apporter une réponse face à cette mutation qui semble nécessaire ou face à ce déclin qui semble également inéluctable. Donc, l'actualité du français dans le monde, nous en sommes tous convaincus, plus particulièrement en Afrique, est marquée depuis quelques décennies par une problématique, c'est-à-dire quel est son statut réel et quelles sont les fonctions qu'exerce cette langue dans les divers secteurs de la vie active. Et vous le savez tous, l'un des secteurs les plus sensibles, c'est bien entendu le système éducatif. Mais le français se heurte également à l'émergence de nos langues nationales qui également revendiquent leur utilisation plénière dans les programmes scolaires. Donc, le français est fortement ébranlé dans cette conjoncture, à la fois dans sa posture comme dans son monopole. L'enseignement du français dans l'espace francophone est donc entré dans un processus dynamique de déstabilisation dont les effets collatéraux, nous allons le voir, n'épargnent ni les espaces publics ni la communication. Que ce soit à l'école d'ailleurs ou dans la vie administrative, je pense que le constat de l'académicien Maurice Druon est sans appel. Je le cite, on parle le français comme on ne devrait jamais l'écrire et on l'écrit comme on ne devrait jamais le parler. Fin de citation. Donc dès lors, la problématique de l'enseignement du français se pose en termes de défis. Mais de défis à relever par qui? Bien entendu, il faudra répondre à cette question, mais un défi devant un choix entre une mutation qui me semble nécessaire ou un déclin qui me paraît inéluctable. Ce choix devra naturellement s'orienter, à mon avis,
vers l'option obligée de revisiter les méthodes, d'inventer également de nouvelles stratégies didactiques plus adaptées à la dynamique évolutive de nos langues. C'est que l'avenir immédiat du français en Afrique, principalement en Afrique francophone, puisque de plus en plus on s'ouvre vers un monde qui n'est pas francophone, et c'est un danger également permanent, puisque le cœur même de l'ambition de la francophonie risque d'y laisser son âme, c'est-à-dire la langue française. Et donc, c'est cet avenir immédiat du français en Afrique francophone qui s'inscrit dans des contextes sociopolitiques et éducatifs nouveaux. Pouria en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus, fortement ébranlé également au niveau de nos États par une conscience identitaire, mais aussi par une volonté réformiste manifeste dans les stratégies de communication. Mais c'est avec confiance aujourd'hui qu'il convient aussi d'accepter cette révolution linguistique. Il faut percevoir le français non pas, ses attitudes non pas comme un rejet de la langue française, mais plutôt comme une stratégie de réajustement. Parce que cette langue française telle que parlée aujourd'hui en France et telle que parlée en Afrique, nous pouvons la considérer également en Afrique comme une langue pleinement africaine. Et le français aujourd'hui a tout à gagner en entretenant des relations privilégiées, c'est-à-dire des relations de convivialité et des relations de complémentarité avec les langues africaines. Et en effet, le français ne saurait assurer l'avenir matériel de ses utilisateurs dans les systèmes éducatifs comme dans les autres secteurs de la vie quotidienne, en restant imperméable aux réalités linguistiques et socio-culturelles de son milieu d'adoption. Il ne peut que s'adapter aux besoins de la société qui l'utilise en s'accommodant de l'aménagement nécessaire d'un bilinguisme ou mieux d'un plurilinguisme, c'est-à-dire l'existence au moins de 3 langues. 3 langues équilibrées. Tout Africain parle au minimum 3 voire 4 langues. Il y en a qui parlent jusqu'à 6 langues et qui naturellement quittent une langue pour revisiter une autre, vraiment avec une aisance qui peut dérouter le locuteur. Donc cette langue ne peut s'adapter aux besoins de la société qui l'utilise qu'en s'accommodant, je l'ai dit tout à l'heure, de l'aménagement nécessaire d'un bilinguisme, voire d'un plurilinguisme, équilibré dans l'univers, évidemment, de la communication scolaire. Pourquoi? Parce qu'il nous semble irréaliste et difficilement imaginable que dans les systèmes éducatifs africains d'aujourd'hui, que l'on puisse envisager l'avenir dans les limites étroites d'un monolinguisme quelconque, fût-il africain ou français, voire même anglais. Tout au contraire, la stratégie méthodologique la plus apte à porter le meilleur projet sera sans doute celle qui inscrira en synergie le français et la langue véhiculaire du milieu dans un contexte pédagogique où chaque langue sera un terme d'un binôme institutionnel, inclusif et intégrant. C'est, à notre avis, la voie royale pour conduire à une complémentarité fonctionnelle entre le français et les langues nationales dans nos systèmes éducatifs. Ignorer ce principe fondamental, c'est tomber systématiquement dans le piège d'une hypothèse méthodologique, mais une hypothèse erronée qui jusqu'ici a souvent mis l'enfant africain, depuis le début de sa scolarisation, en situation obligée et dans l'impossibilité matérielle, bien entendu, de développer au mieux ses capacités cognitives et ses facultés d'expression dans la langue française qui ne lui est pas familière. De ce fait, donc, l'enseignement du français dans les premières années de l'école a été abordé trop tôt à un moment crucial du développement naturel de l'enfant, où justement cette langue ne peut encore servir de support
encore moins de véhicules des opérations de discrimination rationnelle et d'observation conceptuelle. Ces opérations éminemment mentales sont développées et sont condamnées à tourner à vide chez lui, du fait de la pauvreté instrumentale de la langue de l'enseignement non encore apprivoisée. Ce processus pourrait dès lors être compris comme un faux départ dans le cursus scolaire de l'enfant, prématurément privé de son premier outil de découverte, de verbalisation active et descriptive de son environnement immédiat. Et pourtant, cet outil de base qui prépare le terrain au français, promis à lui apporter à son heure de nouveaux moyens d'expression, d'investigation liés au contenu de plus en plus spécialisé. La mise à l'écart de cette langue première sous prétexte de fonder la pérennité du français constitue indubitablement un danger à éviter. Et il y a justement un rapport objectif de solidarité méthodologique entre les deux systèmes et véhicules de connaissances. Et il semble certain que la violation de ce principe de complémentarité est à l'origine des difficultés originelles et récurrentes dans l'acquisition du français comme langue. Or, nous le savons tous, une langue, on ne l'apprend pas, on la parle, comme on le dit très souvent. Et comme nous l'avons bien indiqué tout au début de cette réflexion, l'état actuel du français parlé et écrit autour de nous ne répond pas à cette exigence. D'où l'urgente nécessité d'inventer de nouvelles stratégies méthodologiques d'action dans son enseignement face aux multiples facteurs de déstabilisation qui l'affectent profondément dans tous les secteurs. Il serait donc particulièrement difficile de faire un inventaire exhaustif des facteurs de déstabilisation du français, puisqu'il jalonne tout le processus et le cursus éducatif de l'élémentaire au secondaire et depuis quelques décennies jusqu'au niveau universitaire. Pour y donner quelques exemples sur l'enseignement de la littérature, je ne vais pas revenir. Je suis pressé par le président qui, malheureusement, je n'ai pas d'horloge ni de monde en face de moi pour pouvoir... Mais je peux vous en prêter. Mais j'ai presque fini. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il faut ajouter que l'enseignement de la grammaire du français du primaire au supérieur est marqué également par une discontinuité sujette à un questionnement. En effet, l'enseignement systématique de la grammaire s'arrête au premier cycle du secondaire après la classe de troisième et laisse un vide total de la seconde à la terminale, où la performance littéraire et philosophique, tout comme le raisonnement scientifique, doit à la grammaire la haute facture de sa qualité rédactionnelle. Le constat peut être fait dans l'enseignement supérieur, où également l'enseignement de la grammaire n'est pas systématisé. Uniquement, je relativise au Sénégal, au département de lettres modernes, quand même, où on ne parle pas de département de français, mais de lettres modernes. L'enseignement de la grammaire se poursuit jusqu'en master. Donc, les langues, pour conclure, Monsieur le Président, les langues et les cultures n'étant pas superposables, les transferts et interférences trouvent un terrain fertile dans la mauvaise gestion des contrastes linguistiques. C'est enfin, pour moi, le lieu de revenir sur la question de la nécessité pour la langue française de s'ouvrir aux réalités linguistiques et socio-culturelles des utilisateurs africains qui, en se l'appropriant, l'enrichissent en vocabulaire, en grammaire ou avec ce que les terminologues ont appelé les africanismes. C'est par la prise en compte de toutes ces questions dans de nouvelles stratégies d'action que l'enseignement du français opérera une mutation méthodologique révolutionnaire. C'est cette option qui mettra le français et la langue africaine dans des relations de partenariat plutôt que dans une situation de concurrence stérile et de stagnation totalement préjudiciable à l'avenir linguistique et culturel des espaces francophones en Afrique.
Je répondrai aux autres questions tout à l'heure, si vous me compléterez. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Directeur. Je pense que vous avez dit quand même des mots clés, comme le député, ébranlement. Nous ne sommes pas dans la continuité, nous sommes dans un moment qui change. Quand il y a ébranlement, où on trouve une solution, où tout s'effondre. Donc finalement, il y a bien là, quelque part, une dramatisation nécessaire en ce qui concerne la francophonie. Et je crois que vous aurez beaucoup de questions sur... et alors je crois aussi qu'il y a un deuxième point important, c'est le multilinguisme. Le multilinguisme, bon, c'est tout à fait évident. Or, c'est-à-dire, finalement, il n'y a pas de salut pour le français sans s'impliquer, s'insérer dans un processus où, finalement, la modernité, c'est le pluriel, c'est le multilinguisme. J'ai demandé à M. Tardif de nous donner un peu de foi, puisque, finalement, il représente le Québec. Merci. D'abord, je voudrais commencer à te féliciter, Michel, pour ton talent d'entrepreneur qui, malgré une carrière marquée par des critiques, a su poursuivre et construire, et non seulement l'Inframonde, mais l'Institut, qui présente pour moi un grand espoir pour l'avenir, pour intéresser justement les questions qui concernent l'avenir des parlants français. La question que nous, et je te remercie aussi de m'avoir associé à la conception de ce colloque, notamment à son titre et au canevas proposé aux intervenants comme point de départ. La question que nous devons traiter concerne l'avenir de la francophonie réelle, qu'on ne saurait réduire à la simple addition des individus pouvant utiliser le français de façon plus ou moins occasionnelle, sans égard à son utilité réelle dans le monde actuel. Le nombre de locuteurs peut représenter un marché potentiel, il ne suffit pas à constituer un ensemble. Cette question touche à la raison d'être même de la francophonie institutionnelle. Est-ce que sa mission est de renforcer la francophonie réelle dans le monde actuel? Et donc, la problématique que je vais aborder, celle du colloque, je vais l'aborder sous l'angle du projet. Est-ce que la francophonie actuelle représente un projet? Deuxièmement, est-ce qu'elle peut représenter un projet pertinent et crédible pour relever les défis qui concernent, moi je ne parle pas de francophones, je parle des parlants français, c'est moins ambigu. Alors, première question, la francophonie est-elle un projet? Si oui, lequel? Est-il adapté au monde actuel? Les réflexions de la francophonie, qui sont bien développées, me paraissent souvent trop autocentrées et s'inscrivent rarement dans une perspective comparative. Moi, je crois que l'Union européenne, moi qui ne suis pas européen, présente des sujets de comparaison, des questions qui devraient nous faire réfléchir. Malgré des différences considérables, l'Union, c'est une vraie union, dotée de mécanismes solides et adaptés aux défis actuels. Et pourtant, regardez comment elle est soumise à critique et comment certains de ses acquis, comme l'euro, peuvent être remis en cause. D'où la question, la pertinence de la question soulevée par Michel Guillot tout à l'heure. La francophonie n'est pas assurée de son avenir si on ne réagit pas. Et donc, les élections européennes ont révélé aussi un clivage qui me paraît important à moi entre certaines élites enfermées dans leurs certitudes et les citoyens qu'on qualifie trop souvent de populistes. Alors, la francophonie aussi a été institutionnalisée par les gouvernements des pays qui en sont devenus membres. Quelle réalité recouvre cet ensemble disparate, fondé sur la base d'une langue soi-disant partagée? Peut-on imaginer le résultat d'une consultation des populations de ces pays pour mesurer la connaissance qu'elles en ont, leurs attentes et leur adhésion? Mais leur adhésion à quoi? Il serait donc bien étonnant que ce soit sur la base d'un projet, d'une vision articulée à un projet, que se départageront les candidats à la succession d'Abdou Diouf. L'arsenal institutionnel de la francophonie représente aujourd'hui un potentiel remarquable que les deux premiers secrétaires généraux et les divers responsables ont réussi à valoriser et à exploiter avec des succès non négligeables. Mais on doit se demander si le fait de devenir une organisation internationale a contribué réellement au développement de la francophonie réelle. Deux questions là-dessus. Moi, j'observe qu'au moment où la francophonie privilégie son rôle d'acteur international, regardez la déclaration de Kinshasa, au moment même où le système international lui-même est en crise structurelle, pratiquement irréformable, et a quelle prise réelle sur les enjeux actuels? Alors là-dedans, quel est le poids,
Quelle influence? Quel est le rôle de l'OIF? Qu'apporte-t-elle vraiment, d'ailleurs, aux pays membres et observateurs? Mes questions peuvent sembler sévères, mais à mon avis, ce sont simplement des questions réalistes, si on veut être pragmatique. Il ne suffit pas de réunir des sommets, de prendre la parole aux Nations Unies ou de multiplier les communiqués pour compter dans les affaires du monde. Deuxième conséquence de l'internationalisation, est-ce qu'elle n'a pas entraîné une course à l'élargissement présentée comme signe de son attractivité et de son influence? Moi, je ne vois aucun exemple comparable d'un élargissement aussi étranger au fondement d'une organisation. Ni l'Union européenne, ni le Commonwealth, ni l'Organisation des États ibéro-américains, ni la Ligue arabe ne se sont engagés dans un tel élargissement. Pourquoi nous sommes là-dedans? Est-ce que ça nous a aidés, oui ou non, à renforcer la francophonie réelle? Alors, on pourrait s'en réjouir si ceux qui rejoignent les institutions étaient tenus de prendre des engagements fermes à l'égard d'une langue partagée qui constitue le fondement au moins théorique de ce regroupement. S'ils étaient tenus d'apporter une contribution significative aux actions communes et de contribuer à l'accroissement des ressources. Est-ce que c'est le cas? Alors, qui peut penser sérieusement que la crédibilité, l'influence et la capacité d'action de la francophonie, que ce soit l'OIF ou l'AUF, en sortent renforcées? Ma question, est-ce que la francophonie institutionnelle correspond aujourd'hui à la francophonie réelle? Pourquoi le français, ceux dont le français n'est pas la langue maternelle, continueraient-ils à apprendre cette langue quand dans les pays qui l'ont comme langue maternelle, la France, le Québec, la Suisse, la Belgique, on présente l'anglais comme absolument nécessaire à la réussite et dans les secteurs clés, l'enseignement, la communication, la recherche et les affaires. Alors moi, je crois, comme monsieur le recteur l'a dit, que les Africains sont particulièrement doués pour les langues et je ne vois pas pourquoi ils s'imposeraient ce détour si la langue indispensable maintenant devienne l'anglais. Et donc, l'évolution institutionnelle, c'est pourquoi je pose la question du projet, pas sans conséquences importantes, si on considère au moins que la raison d'être de la francophonie, c'est de servir le développement de la francophonie réelle. J'en arrive donc à ma deuxième question. Dans ces conditions, la francophonie peut-elle encore constituer un véritable projet politique, pertinent et crédible, pour composer avec les défis que présente la mondialisation au parlant français? Que pouvons-nous faire ensemble à 70? Que pouvons-nous faire ensemble? Cette question a été posée récemment pour l'Union européenne à 28. Et les réponses ont été assez difficiles, malgré toute l'institutionnalisation de l'Europe. Alors, je pose la question, que pouvons-nous faire ensemble à 77 au sein de l'OIF ou à quelques 800 au sein de l'AUF? Pour apporter des réponses pertinentes à cette question éminemment politique, il faut commencer par prendre la mesure de cette mutation que constitue la mondialisation. La mondialisation ce n'est pas un phénomène abstrait, ça nous fait sortir du monde interétatique. Le monde ne tourne plus, n'est plus défini par la grammaire westphalienne des États-nations. Les aires d'interaction culturelle, politique et économique ne coïncident plus. Et la mondialisation a cette conséquence que les politiques nationales n'ont plus prise sur les choses les plus importantes. Ils sont condamnés à gérer la réaction à des événements qui échappent à leur emprise. D'où la crise structurelle du politique et d'où qu'aucun responsable politique ne peut admettre et qui se traduit dans le système international. Et donc, il ne faut pas compter sur eux pour engager les réformes qui s'imposent. On est dans un système, malheureusement, que je considère, moi, dangereusement bloqué. J'aimerais bien être contredit, entre parenthèses. Alors, la mondialisation, en plus, n'est pas limitée à sa dimension économique. Elle comporte une dimension culturelle centrale parce qu'elle met en présence et en concurrence des visions du monde, des préférences collectives et des valeurs dont les différences acquièrent une dimension stratégique. Et dans cette conquête, la puissance aujourd'hui ne tient plus seulement à la puissance économique ou militaire, elle tient à la capacité de manipuler des symboles dans la sphère médiatique globalisée. Et alors, quelle place... Vous voyez que la langue n'est plus seulement une valeur individuelle, elle joue un rôle politique et éminemment stratégique. C'est parce qu'à mon avis, on n'a pas pris conscience de l'importance de ces enjeux que j'appelle géoculturels, qui sont différents des enjeux géopolitiques, que la francophonie devient
une sorte d'acteur international comparable à l'ONU, mais sans moyens et sans influence réelle. Alors, est-ce qu'on peut avancer? Moi, évidemment, j'y tiens. Mais il y a une condition, une proposition mère, et ce sera la seule que je ferai, et je souhaiterais qu'elle soit inscrite dans le rapport de dans notre rapport à nous, de notre colloque, comme la première, parce qu'elle peut coiffer toutes les autres. Et cette question, elle est très simple. C'est la question politique première, fondamentale. Que pouvons-nous, que devons-nous, que voulons-nous faire ensemble pour relever les défis que la mondialisation culturelle, que la mondialisation présente au parlant français et qu'aucun pays, aucune institution ne peut relever seul. Voilà la base qui peut permettre de construire un véritable projet et qui permettra à la francophonie d'avoir un projet politique actualisé, crédible et attractif et lisible. On dit que la francophonie n'intéresse pas. Pourquoi? J'ai posé la question au début. Faites une enquête. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Quelle est l'activité de la francophonie qu'on pourrait citer comme emblématique? Pourquoi ça attirerait les jeunes? Alors, cette question-là, il faut l'inscrire à tous les sommets, et à commencer par le sommet de Dakar, espérons-le, que vous avez l'influence pour le faire. Et si on le fait, c'est une façon de répondre à beaucoup d'autres questions. Ça permet de sortir de l'incantation, des déclarations théoriques sans portée. Ça permet aussi, surtout, de souscrire des engagements et de voir ceux qui sont membres et ceux qui sont là pour être des passagers clandestins, sans agir. Que voulons-nous faire ensemble? Ceux qui voudront agir, on avancera. Et cette question-là, il faut la décliner dans les 3 secteurs, notamment, qu'on vient d'identifier pour ce colloque. 1, est-ce qu'on peut constituer entre nous une aire d'interaction culturelle privilégiée? Est-ce que c'est le cas? Non. Est-ce qu'on peut le faire? À mon avis, on devrait le faire. Deuxièmement, et c'est critique, et c'est pour moi la clé de l'avenir, est-ce qu'on peut créer un espace médiatique commun qui permette aux francophones, aux parlants français, de se voir, de s'entendre, de se lire les uns les autres, plus qu'ils ne lisent ce qui vient d'ailleurs, et notamment en anglais. Est-ce que ça existe aujourd'hui? Ce n'est pas facile, mais à mon avis, si on ne fait pas ça, les jeunes n'adhéreront pas. Alors, on aura beau parler de toutes sortes de mesures ponctuelles, mais cette question-là, si on n'y répond pas, il y a un espace médiatique commun, ça permet de sortir aussi du modèle dépassé, un modèle qui est le modèle centre-périphérie. La francophonie ne peut pas être un projet d'avenir s'il ne sort pas du modèle centre-périphérie. Et enfin, comme modalité d'action, cette question-là, elle permet de préciser aussi les modalités d'action. Le multilatéral, c'est les actions communes, c'est les actions en commun. Ce n'est pas ce que chacun peut faire. Ce n'est pas de considérer l'OIF comme une agence de coopération. C'est de considérer notre entreprise comme le centre d'action commune autour de projets qui nous renforcent dans ce qui fait ce pourquoi nous sommes réunis dans ce cadre-là. Alors, si on y arrive, si les sommets posent ça, si toutes les conférences, si les réunions de l'AUF portaient sur cette question-là, alors peut-être que le fait d'être 77 ou 800 serait utile, mais autrement, moi, je suis inquiet. Et je m'inquiète parce que, d'autant plus que moi qui suis un militant convaincu, je pense que la francophonie, si elle n'arrive pas à répondre à ça, si elle continue à s'égarer dans la diplomatie formelle, sans portée, sans impact et sans résultat, elle pourra devenir la survivance bureaucratique d'une ambition perdue. Merci. Merci Jean. Je vais demander maintenant au recteur Tapibanga. Merci Michel. J'ai effectivement promis tout au long de nos entretiens de tenir en 5 minutes. Même si j'ai préparé une communication, je l'avoue, longue. Mais je pense qu'elle pourra figurer dans la revue des études de l'Institut international de la francophonie. Cette communication, je l'ai intitulée « Atouts et défis de la francophonie dans une Afrique émergente, horizon 2050 ». Michel, tu l'as rappelé,
il y a une opinion qui circule et qui dit effectivement que l'Afrique est l'avenir de la francophonie. Cette opinion, elle est présente dans toutes les instances politiques de la francophonie et même dans des couloirs des conférences bilatérales. Je considère pour ma part que cette opinion n'est pas fausse en soi, mais elle ne peut pas être vraie dans son caractère massif, parce qu'elle semble reposer substantiellement sur les projections démographiques qui sont établies à l'horizon 2050 en ce qui concerne l'Afrique. Et ces projections démographiques sont formulées dans des ouvrages des meilleurs prospectivistes, tels que Jean-Michel Severino, lorsqu'il écrit Le temps de l'Afrique, tels que Hervé Bourges, lorsqu'il écrit L'Afrique n'attend pas, ou même par des philosophes africains tels que Stanislas Adotevi ou bien mon ami Bachir Diagne de l'université Cheikh Anta Diop. Que disent ces chiffres? Ces chiffres disent qu'à l'horizon 2050, l'Afrique aura 2 milliards d'habitants. Ce chiffre est théoriquement et potentiellement un espoir pour la francophonie, dans la mesure où on escompte que des centaines de milliers de jeunes Africains seront gagnés à la cause de la modernité francophone. Dans ma communication, que vous lirez, mon optimisme est raisonnablement limité. Car en fait, le contexte géopolitique dans lequel nous vivons et qui est ambigu et flou n'autorise pas des optimismes larges. Depuis l'université où je suis, le département des sciences politiques nous fait remarquer que la géopolitique actuelle est marquée par des démarches de multipolarité qui affectent la gouvernance du monde. L'école de Yaoundé parle plutôt d'unimultipolarité. Et que constatons-nous? On constate que l'axe du monde, depuis l'Afrique, bouge. Premièrement. Deuxièmement, on constate que la puissance n'est plus tout à fait logée en plénitude là où elle était. Conclusion. On a l'impression, dans un premier temps, que c'est l'Asie qui est le seul espace à tirer avantage de ce nouveau contexte. Cela ne nous semble plus tout à fait vrai, car le Sud, globalement aussi, bouge, et singulièrement l'Afrique. Et quand on parle d'Afrique, on ne voit que l'aspect paupérisation. Mais il y a une Afrique qui bouge. Il y a une Afrique qui entreprend. Il y a une Afrique qui crée de la richesse. Et c'est la raison pour laquelle l'Afrique, dans le cadre général du Sud, confirme aujourd'hui, et cela depuis 2010, ses ambitions, ses aspirations. Une lecture cursive à la fois des études politiques, des études engagées, des programmations engagées par nos chefs d'État et de gouvernement, permet de faire apparaître en liaison 3 concepts. Renaissance, émergence, refondation et modernité de l'État post-colonial. Cela veut donc dire, mon cher ami Michel Guillou, que le combat à l'horizon 2050 n'est pas totalement gagné pour la francophonie, surtout en ce qui concerne les jeunes, qui sont notre cible stratégique. Lorsque j'analyse
comme disait tout à l'heure mon collègue, le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop, par une étude linguistique ou sémiotique, le discours de ces jeunes qui s'expriment en français ou qui s'expriment en anglais, je constate qu'ils sont tournés vers des pôles économiquement attractifs et qui sont anglo-saxons. Il y a aussi une Afrique anglo-saxonne, il faut se le dire, qui les attire. On ne peut pas parler de l'Afrique aujourd'hui comme si le Nigeria n'était pas la première puissance économique africaine. On ne peut pas parler de l'Afrique aujourd'hui comme si l'Afrique du Sud n'existait pas. Ce serait être myope et aveugle. Et c'est dans ce contexte qu'il faut penser l'avenir de la francophonie en Afrique. Donc, dans ma communication, je résume l'esprit, j'ai essayé de mettre en évidence les atouts de la francophonie pour accompagner la vision de la renaissance, la vision de l'émergence et de la refondation de l'État post-colonial en Afrique, donc de l'émergence africaine. Et je me suis appuyé sur un concept opératoire tel qu'il a été décrit par les politologues Frédéric Ramel et Bagayoko, et qui est la profondeur stratégique. La profondeur stratégique qui est une attitude de mise à distance de la menace pour enfin assurer une sécurité, puisque le vocabulaire nous vient du langage de la sécurité. Et nous devons être aujourd'hui attentifs à ce type de langage, nous en Afrique surtout, puisque nous sommes menacés à chaque instant dans nos États, dans nos sangs, dans notre chair, par des incursions, des mouvements terroristes qui essaient d'imposer une modernité d'une autre époque, une modernité d'inspiration théocratique. Et cette modernité d'inspiration théocratique, mes chers amis francophones, se heurte à la modernité francophone, qui est une modernité de la raison, si je reprends l'expression de Jacques Attali dans son histoire de la modernité. La modernité de la raison, et qui fonde le libéralisme, et le libéralisme qui est lui-même le support de la mondialisation économique et culturelle, et tout ce qu'on veut. Tout à l'heure, Michel, tu as rendu un hommage au président Diouf. Je m'associe à cet hommage. Le président Diouf a, durant tout son mandat, a consolidé, a fait vivre la deuxième francophonie. Mais la question que nous abordons aujourd'hui n'est plus la question de la deuxième francophonie. Cette question de l'avenir et du projet de la francophonie, que ce soit en Afrique ou bien dans le Nord, nous bascule dans la troisième francophonie qu'il faut construire. Et moi, je crois qu'il faut la construire à partir de l'analyse des structures, des profondeurs stratégiques. Si moi, j'avais la confiance des chefs d'État pour être secrétaire général de l'OIF à la suite du président Diouf, je ferais deux choses. Premièrement, je consoliderais les profondeurs stratégiques qui sont de nature politique, diplomatique, c'est-à-dire tout le dispositif normatif de Bamako, tout le dispositif normatif de Saint-Boniface. Je devrais également consolider les profondeurs éducatives, parce que nous donne la Confémen, parce que nous donne l'AUF, même si je regrette qu'il n'y ait plus une conférence des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je développerai également tout ce qui a trait aux médias, etc. Donc tout ceci, je le consoliderai. Mais je crois aussi, Michel, qu'il nous faut construire une profondeur qui est notre faiblesse. Qui est notre faiblesse. C'est la profondeur économique et industrielle. Nous, les Latins, enfin je dis nous, il y a les Latins de pure souche, et il y a aussi des Latins culturels comme moi.
Donc, nous, les Latins, on nous reproche d'avoir un mauvais rapport à l'argent. Il paraît que nous n'aimons pas l'argent. Il paraît que nous n'aimons pas la richesse. Il paraît que nous aimons bien nous lamenter dans la misère et dans la pauvreté. Eh bien, moi, si je devais prendre la suite du président Diouf, ma première tâche, ce serait de bâtir une profondeur économique et industrielle pour la francophonie. Car aujourd'hui, l'avenir d'une langue et d'une culture dépend de la profondeur économique de cet espace. Si aujourd'hui nous sommes là à ramer derrière l'anglais, c'est parce que l'anglais est porté, que ce soit dans le monde ou en Afrique, par une langue, par une économie qui est forte. Aujourd'hui, nous constatons des émigrations d'autres Africains qui vont au Nigeria et qui vont en Afrique du Sud et qui apprennent l'anglais le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que l'économie, parce que l'industrie parle à ces gens-là. Alors, si moi je devais prendre la suite, première tâche, je désignerais un opérateur économique, un opérateur direct des sommets, chargé des affaires économiques, le suivi et l'animation d'une programmation de coopération économique. Je devrais faire revisiter ce qu'était le Forum francophone des affaires et le rafraîchir, s'il le faut, en lui trouvant une meilleure forme d'expression. Je devrais partir de cela, permettre à ce qu'il y ait un maillage des entreprises, des petites et moyennes entreprises et industries. J'ai déjà dépassé 5 minutes. Bon, ben, je vais terminer. Je vais terminer en disant effectivement que je pense qu'au nord comme au sud, ce sont les petites et moyennes entreprises qui sont les lieux de création de richesses, qui sont des lieux de création d'emplois. Si nous voulons gagner les jeunes, il faut la croissance de l'emploi. Sans ça, nous ne les aurons pas. Je demanderai également à cet opérateur, effectivement, d'assurer les formations en économie, à l'entrepreneuriat. Car aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas d'entrepreneurs au Sud. Il y a des hommes d'affaires au Sud. Et ces hommes d'affaires peuvent aussi entreprendre et établir des entreprises au Nord. Ne voyez pas la délocalisation comme simplement le Sud qui doit en profiter. Le Nord peut en profiter. Il y a une partie aujourd'hui au Sud qui est riche et qui peut effectivement investir dans le Nord. Il me semble que dans cette perspective, il faudrait aussi bousculer les chefs d'État et de gouvernement par rapport à ces enjeux. Si nous voulons avoir une ambition pour la francophonie portée par une économie forte, eh bien, il nous faut une banque des investissements. Il faut une banque des investissements qui doit appuyer effectivement l'effort de l'entrepreneuriat francophone. Et enfin, il nous faut une instance de concertation politique économique, c'est-à-dire une conférence des ministres en charge de l'économie, des finances et de l'investissement. On me dira que l'espace économique, je termine Michel, on me dira que l'espace économique francophone est difficile. Oui, j'en conviens, mais comment fait-on au Commonwealth? Moi, j'ai la chance d'appartenir à un pays qui est à la fois francophone et anglophone. Mais au Commonwealth, la première conférence importante, ce n'est pas tellement le sommet qui rassemble les chefs d'État autour de la reine. C'est la conférence des ministres en charge de l'économie et des finances. Et il faut créer de la richesse. Si nous voulons être demain, avoir un projet crédible, un avenir dans tout le monde entier, il nous faut créer de la richesse et changer de mentalité. Je m'excuse d'avoir été un peu trop long, mais j'ai essayé d'être bref, mais je remarque encore que cette fois-ci, je dépasse toujours les 5 minutes.